Bonjour Monsieur Merin, est-ce que vous m'entendez? Alors je ne vous entends pas. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Ça y est, je vous entends, merci beaucoup. Alors merci pour votre présence, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc vous Avec êtes plaisir. vous êtes donc Pierre Merin, député RN de la 4e circonscription du Gard, la circonscription, si je me trompe pas, qui comprend Alès, dans le Ça. nord du Gard, élu en 2022, réélu en 2024, et vous êtes donc à l'origine de l'amendement sur la suppression des ZFE qui a été adopté en commission récemment. Voilà. Est-ce Absolument. que vous pouvez nous présenter un peu cet amendement et le pourquoi de cet amendement dans cette commission? Eh ben, écoutez, d'abord, ravi d'être avec vous. C'est la première fois que je fais l'exercice de participer à un live sur Twitch, et donc c'est une première pour moi et je suis très content de le faire avec vous. Merci. Oui, écoutez, je me suis en effet spécialisé sur le sujet de la défense des automobilistes de façon globale, et en effet, les ZFE, c'est un sujet sur lequel en effet je travaille depuis que je suis élu, hein, depuis 3 ans. Et en effet, la semaine dernière, on a remporté une première victoire en réussissant à faire adopter un amendement de suppression des ZFE. Et alors, c'est un amendement donc de suppression des ZFE, hein, c'est tout simple, qui a été adopté, on va dire, avec Yann Boucard et le président de la commission LR, et ce de façon assez large, par 26 voix contre 9. Donc cet amendement sera rediscuté probablement la semaine prochaine, mercredi ou jeudi, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et on espère conserver cette majorité de suppression des ZFE. Alors après, si vous voulez, je répondrai à vos questions, mais si vous voulez, je pense qu'il y a lieu pour certains de ceux qui vous regardent d'expliquer ce que sont que les ZFE. On vient de le faire juste en amont, justement, on a préparé j'ai préparé avec eux pour leur expliquer le rôle de ces zones à faible émission. Parfait. Et justement, du coup, on a parlé avec eux du fait qu'en février, donc, vous aviez fait le choix de déposer une PPL sur le même sujet. Euh, et que dans cette PPL, d'ailleurs, il y avait beaucoup d'orientations qui étaient proposées. Notamment réduire la congestion du trafic, fluidifier la circulation, le développement de la multimodalité et de l'intermodalité, l'aide ponctuelle pour l'achat d'un véhicule d'occasion, parking d'occasion pour les particuliers comme pour les professionnels, des parkings relais gratuits ou bon marché aux apports des villes, le décalaminage, ou encore le renouvellement des rames les plus anciennes des métros urbains. Par rapport à tous ces sujets, c'est donc repris c'était dans l'argumentaire de la PPL. Vous m'avez bien lu, c'est flatteur. Vous m'avez bien lu, c'est flatteur. C'est donc repris dans l'argumentaire de la... Il y en a qui bossent. on fait au mieux sur un sujet aussi technique. Et donc, c'est repris dans l'argumentaire de la PPL, tout ça, mais pas donc l'amendement. Pourquoi? Parce que donc c'est deux argumentaires différents, donc pour deux visées différentes. Cependant, si cet amendement est fini par être adopté, étant donné que ce n'est pas dans l'argumentaire de l'amendement, qu'adviendra-t-il de ces propositions? Est-ce qu'il y a des garanties à ce niveau-là pour ces orientations? Il faut que je vais vulgariser un brin l'aspect juridique de ce qu'est un amendement et une proposition de loi. Et en fait, vous avez lu ma proposition de loi, vous avez lu l'amendement. Dans les deux cas, dans une proposition de loi et dans un amendement, il y a ce qu'on appelle un dispositif, qui est le dispositif qui est adopté, donc là, la suppression des ZFE. Et en ce sens, pour le coup, le dispositif est exactement le même entre mon amendement et ma proposition de loi. En revanche, ce qui change, c'est l'exposé des motifs. Mais l'exposé des motifs, ce n'est qu'une explication d'un amendement ou d'une proposition de loi. Ce n'est pas, ça n'a pas de valeur juridique en tant que telle. C'est juste une manière d'expliquer pourquoi on propose tel dispositif. Et donc, si l'amendement est adopté définitivement, ça revient à la même chose que si ma proposition de loi avait été en tant que telle adoptée. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, bien sûr. Et du coup, ça veut dire que donc vous retirez votre PPL si l'amendement est adopté. Enfin, il tombe du coup. Ah bah oui, ma proposition de loi va tomber si jamais l'amendement est adopté définitivement. Je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, que ce soit par voie d'amendement ou par voie d'une proposition de loi. Ça ne change pas grand-chose. Et du coup, donc pour tout l'argumentaire qu'il y a dans la PPL, est-ce qu'il y a des garanties de textes déposés par vous-même ou par votre groupe qui vont dans le sens de donc ce diagnostic? Écoutez, oui, de toute façon, on va travailler tout ça, mais ça, pour mettre en œuvre tout ça, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Il y a effectivement le fait de faire un certain nombre de propositions de loi. Donc là, je propose tout ça dans l'exposé des motifs. Mais en effet, ça devra se traduire techniquement
par des actions législatives ou réglementaires. Mais je veux dire, pour appliquer tout ça, il n'y a pas 36 solutions. En tout cas, de mon point de vue, la meilleure solution, c'est de remporter les élections présidentielles ou législatives, si vous voulez, pour pouvoir mettre en œuvre tout ça de façon claire. Voilà, sachant que, enfin, à mon avis, ça peut intéresser les gens qui vous écoutent. J'en suis assez fier d'ailleurs, c'est la première fois qu'une proposition de loi du Rassemblement national est adoptée in extenso dans son dispositif à l'Assemblée. C'est la première fois. D'accord. Et justement, vous avez pas peur que dans le cadre de la séance publique, ça puisse être quelque chose qui empêche son adoption? Parce qu'on a vu pas mal de personnes se positionner pour, mais on a vu même des personnes au sein du socle commun de la majorité présidente, enfin de la majorité minorité, ça dépend de comment on en parle, qui eux s'y opposent et par principe, souvent. Je pense que par principe, la gauche risque d'y s'y opposer, notamment les écologistes, parce que il y a rien qui, dans ce cadre-là, remplace les ZFE en termes de dispositifs. Pour l'instant, c'est juste la suppression. Ah oui, mais après, on n'est pas obligé de remplacer un truc stupide forcément par quelque chose. Moi, je veux juste supprimer un truc stupide. Vous avez raison, pour les équilibres politiques, en fait, cet amendement, il faut savoir qu'il a été adopté contre l'avis du gouvernement en commission. Et on verra si le gouvernement essaye de réintroduire les ZFE en séance, parce que pour l'instant, dans le texte, vous avez un article 15 ter nouveau qui supprime les ZFE, si vous voulez. Donc maintenant, c'est plus à nous de faire la démarche d'essayer de supprimer les ZFE, c'est maintenant au gouvernement d'essayer de les réintroduire. Et après, vous avez raison, les écologistes, les socialistes vont s'opposer, enfin, sont plutôt favorables aux ZFE, donc ne nous suivront pas. Les insoumis se sont abstenus, parce que eux, les insoumis, ils ont demandé un moratoire sur les ZFE tant qu'il n'y a pas de transport en commun pour tous. Et il aurait été compliqué pour eux de voter contre notre amendement, parce qu'il va quasiment dans le même sens que leur proposition de loi. Et le risque, c'est qu'en effet, au niveau du socle commun, en tout cas Ensemble, Horizon et le Modem, ils soient rattrapés par la patrouille cette semaine par le gouvernement. Et donc, voilà, je pense que chez LR, ils tiendront bon, et nous aussi. Après, tout dépendra aussi des absences et des présences dans l'hémicycle, hein, parce que vous savez que les votes, parfois, à l'Assemblée, ça ressemble parfois à une loterie, et vous avez des votes qui sont gagnés à 2 voix parce qu'il y a 180 députés, enfin, c'est un peu parfois une loterie, quoi. Et alors là, par contre, c'est une question davantage par rapport au respect des normes européennes. Les ZFE, elles ont donc été... d'une certaine façon les conséquences des sanctions de l'Union européenne en 2019 et elles sont d'ailleurs l'évolution des APA, les ZFE d'une certaine façon, c'est un peu le recyclage des APA. Donc l'Union européenne avait condamné du fait que la France, au niveau des seuils d'émissions de pollution atmosphérique, ne respectait pas ces seuils. Oui. Du coup, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là par rapport à l'Union européenne? Parce que il va pas y avoir un non-respect de ces normes qui sont imposées par l'Union européenne? Pas nécessairement. Vous avez raison. Les deux directives de 2008 et de 2024, dans sa réactualisation, en effet, contraignent les États on va dire, à l'amélioration de la qualité de l'air. Mais contrairement à ce qu'on me rétorque régulièrement, les ZFE ne sont pas obligatoires comme moyen d'y parvenir. Et d'ailleurs, vous avez rappelé, et je vous en remercie, les propositions que je fais pour cela. Si je propose de supprimer les ZFE, c'est parce que c'est un dispositif que je qualifie, moi, de séparatiste. Vous pouvez pas accuser 13 millions de Français d'être des salauds de pollueurs pour les bobos écolos urbains, si vous voulez, d'un point de vue de la liberté de circulation, de l'égalité d'accès aux services publics qui sont tous, aux services de première nécessité qui sont maintenant tous concentrés dans les grandes villes, et de fraternité expliquée aux pauvres qui polluent les riches, si vous voulez. On a un vrai problème global avec toute la devise républicaine et au niveau du contrat social. Donc, si vous voulez, les ZFE, c'est un moyen démesuré pour tenter d'améliorer la qualité de l'air, sachant que je vous mets au défi de trouver l'étude qui démontre précisément si les ZFE améliorent la qualité de l'air. C'est absolument pas le cas ni en France ni à l'étranger. En tout cas, j'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Et donc, c'est pas à moi de prouver que les ZFE améliorent la qualité de l'air, c'est à leurs promoteurs de démontrer qu'elles sont un moyen utile pour améliorer la qualité de l'air. J'ajoute qu'en 20 ans, la pollution aux particules fines a baissé de plus de 50% dans les villes, et les émissions de NOx ont diminué de 25%. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'amélioration de la qualité de l'air, elle se fait naturellement
par le renouvellement naturel du parc automobile. Et pourquoi? C'est très simple, parce que les voitures s'améliorent technologiquement. On a inventé, notamment pour les voitures diesel, des vannes EGR, des filtres à Alors, particules, des AdBlue, etc. Donc c'est tout à fait normal. Donc il faut laisser les choses se faire naturellement. justement, Et je répète, on n'est pas contraint par le droit européen de mettre en place des ZFE. Et je vais après, je vous renvoie aux rebondir. propositions formulées. Je vais rebondir sur le renouvellement du parc automobile dont vous parlez. Donc, depuis 2019, pour contextualiser, l'inflation, c'est 14,7%, le prix des voitures neuves, 33,5% d'augmentation. Donc, un prix des voitures qui est plus important que l'inflation. La vente de voitures diesel, donc, elle est maintenant inférieure à 50% des voitures neuves vendues. Cependant, il y a une chute des ventes de 37% depuis la même période, ce qui veut dire qu'on achète davantage de l'occasion que du neuf, ou du moins que la part d'occasion ne cesse pas d'augmenter. Comment vous vouliez allier la vente de véhicules hybrides ou électriques à la suppression des ZFE, alors que dans certains cas, on avait les ZFE permettaient la mise en place d'aides locales à l'achat, sans oublier d'ailleurs que l'État a supprimé l'aide à la reconversion en 2025. Voilà, quels sont les outils mis en place pour combler ce qui était permis par la ZFE? Je vais peut-être vous surprendre. Alors déjà, ils ont supprimé les aides à la conversion dans le budget, dans le dernier budget, donc ça devient sans objet. Et convertir votre véhicule thermique d'occasion bien entretenu par un véhicule électrique largement dominé industriellement par la Chine, je conteste l'idée que ce soit une bonne stratégie, si vous voulez. Pourquoi? Parce que les ZFE sont basés sur vous savez la classification critère. Oui. Vous avez 5 vignettes, je vous avais dû expliquer ça tout à l'heure. Sauf que cette classification, elle repose sur deux choses, c'est l'ancienneté de la voiture et sa motorisation essence ou diesel. Eh ben, il est faux de dire que cette classification est correcte parce qu'en fait, elle ne dit rien, l'ancienneté ne dit rien des émissions réelles de pollution d'une voiture. Voilà. Et je suis capable de vous démontrer qu'une voiture électrique, Tesla par exemple, SUV, pourtant critère électrique, enfin super pour les ZFE, pollue plus qu'une citadine Clio critère 4. Voilà, donc moi je conteste même l'idée qu'il faille aller vers cette stratégie de conversion en voiture électrique. J'ajoute que ça coûterait une blinde aux contribuables, parce que si vous voulez, aujourd'hui, comment dire, la vente de voitures électriques recule aussi, ralentit. Très fortement. Et là, vous avez raison, c'est qu'on a un vrai problème industriel aujourd'hui, c'est que la vente de voitures neuves chute, je connaissais pas le chiffre, mais vous l'avez dit, de 37%, en raison du prix des voitures, de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat des Français. Donc on a un problème de ce point de vue-là, et si vous voulez, la stratégie que je trouve parfaitement contre-intuitive d'essayer de pousser les gens à acheter une voiture électrique, n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, c'est aussi un problème qu'on peut avoir aussi de défense de notre souveraineté industrielle. On a déjà perdu des dizaines de milliers d'emplois automobiles en France. Alors, vous avez dit qu'une Tesla critère 1 polluait plus qu'une citadine critère 4. Ouais. Ça se base sur quoi par rapport au fait que la Tesla, ça va être sur l'électrique. En France, on a une énergie qui provient majoritairement du nucléaire, on va dire. C'est par rapport à quoi cette pollution que vous avancez? Oui, alors attention, parce que vous parlez de l'électricité du nucléaire. Le sujet, c'est pas le carbone dans les ZFE. Le sujet, c'est les particules fines et les dioxydes monoxyde d'azote. En fait, la réalité, c'est que plus un véhicule est lourd, plus il pollue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la pollution ne provient qu'autour de 20% de l'échappement d'une voiture. Ce qui pollue le plus, vous m'avez sûrement lu dans ma proposition de loi, donc j'essaye de le démontrer, ce qui pollue le plus, c'est l'abrasion des pneus sur la chaussée, les plaquettes de frein et un peu les suspensions, à 80%. Donc plus un véhicule est lourd, or une voiture électrique est plus lourde qu'un véhicule thermique en raison de la batterie, et donc sollicite beaucoup plus les pneus. Et j'ai pas les graphiques sur moi, mais j'ai réussi à démontrer que votre Tesla très lourde sollicitait énormément les pneus et les suspensions, beaucoup plus que ma petite Clio ou ma petite 206 ou 306 critères 3 ou 4. Je sais pas si je suis clair. Si, je vois. Et du coup, le rôle du décalaminage a aussi une influence là-dessus, Oui. parce que là, vous parlez des pneus, mais le moteur aussi. Oui, et d'ailleurs, ça pourrait être permettre de développer une nouvelle filière d'emploi, notamment, et puis on va dire, de réenchanter le tissu de garagistes locaux. Le décalaminage, c'est quoi? C'est un nettoyage, c'est ni plus ni moins qu'un nettoyage du moteur,
et vous enlevez en effet les résidus brûlés dans le moteur. Donc du coup, ça permet d'enlever une grande partie de la source de la pollution, de mémoire plus de la moitié des émissions, si vous voulez. Donc si jamais vous indexez le contrôle technique et vous rajoutez le décalaminage, vous pouvez arriver d'ailleurs à une baisse de 5% de votre consommation d'essence juste pour 60 euros, si vous voulez. Donc c'est rentable sur le long terme, c'est bien pour limiter la pollution et c'est bien pour créer des emplois. C'est le décalaminage à hydrogène. Et du coup, alors j'ai une question dans le chat. Dans ce cas, pourquoi ne pas aller au bout du raisonnement et baser les critères, par exemple, sur le poids des véhicules? Alors ça, vous avez tout ça risque d'exister un jour, si jamais on continue sur les ZFE, parce que en fait, les mesures d'émissions sont basées sur des normes européennes qui s'appellent des normes Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors la norme Euro 7 va justement se baser sur, incorporer aussi le poids des véhicules, les pneus, etc. A priori, c'est prévu. Mais le problème, c'est que moi, je suis pas d'accord, si vous voulez, avec les ZFE. Donc même si on allait vers cette logique-là, je continuerai à être opposé aux ZFE. Alors là, justement, avant, vous parliez du contrôle technique pour le décalaminage. Donc, bon, les ZFE, ça fait reposer l'effort sur l'usage du véhicule et donc l'usager, avec une sanction si non-respect. Comment, de manière générale, comment dire ça, on pourrait faire en sorte qu'on puisse faire reposer sur le constructeur et non pas sur les usagers les coûts de véhicules moins polluants, et par exemple aussi le service technique, comment être sûr que c'est pas un coût supplémentaire à l'usager que de par exemple avoir des mesures pour le décalaminage, etc. Comment qu'est-ce que vous proposez à ce sujet? Écoutez, je vais pas forcément être très précis sur votre question parce que c'est une vraie réflexion. Est-ce qu'il faut faire peser des contraintes supplémentaires sur le constructeur? Parce que derrière, le constructeur, il fait quoi? Il répercute le prix sur le client, sur le consommateur. Mécaniquement, c'est toujours comme ça que ça arrive. Et donc, vous allez avoir des voitures qui vont encore être plus chères. Sachant qu'ils nous ont rajouté, ils ont durci les malus écologiques lors du budget, c'est les articles 8 et 9 du projet de loi de finances. Le 9, c'est aussi l'invention d'un malus écologique sur les voitures d'occasion, qui n'existait pas avant. C'est une folie. Je m'étais aussi opposé à ça. Et j'ai oublié votre deuxième question. Comment faire en sorte que le coût de véhicules moins polluants repose davantage sur le constructeur que sur l'usager? Je vais mettre un joker sur votre question parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Comme je vous dis, le constructeur, s'il a une contrainte supplémentaire, voire un coût de revient plus important, il va répercuter le prix sur le prix d'achat. Il a besoin de faire sa marge. Donc je suis pas super à l'aise avec votre question parce que moi je serais même pas favorable à ce qu'on rajoute des contraintes supplémentaires sur les constructeurs qui ont déjà beaucoup de normes complexes à gérer. Et puis si vous voulez, c'est toujours la même hypocrisie. Ce que vous allez imposer à nos constructeurs, à nous, et ben les véhicules qu'on va importer de l'étranger, et je pense essentiellement à la Chine, ne seront pas soumis à ces contraintes, si vous voulez. Donc c'est comme d'habitude, en fait, on crée une concurrence déloyale via un dumping normatif, fiscal, social, environnemental, qui fait qu'on a cette absurdité que ce qu'on importe de l'extérieur est moins cher que ce qu'on produit chez nous. Du coup, la problématique demeure de véhicules de plus en plus chers pour répondre, on va dire, à un respect de l'environnement, si on rajoute pas de normes, il y a déjà, on va dire, les normes existantes. Bon, la ZFE qui voudrait être supprimée, mais le coût sur l'usager ne cesse d'augmenter dans ce cadre-là. Si on continue de faire en sorte d'avoir des véhicules moins polluants du côté des constructeurs, est-ce que l'État a pas un rôle à jouer de ce côté-là, peut-être, en termes d'aide à l'achat, mais peut-être plus exclusivement à l'électrique, mais aussi à l'hybride. Peut-être que, par exemple, tout à l'heure sur les services techniques, ils vont peut-être coûter plus cher si on met en place la mesure de décalaminage. Comment faire en sorte que ça soit pas les usagers qui le payent? Je vous dis, on peut envisager l'idée qu'il y ait une aide justement sur ce décalaminage. Attention, le décalaminage, il coûte 60 €. Hein, et vous le faites une fois par an. Donc c'est pas la mer à boire. On peut envisager en effet que l'État aide à la mise en place de ce dispositif. C'est une bonne suggestion de votre part pour éviter qu'en effet ce soit contraignant sur le pouvoir d'achat des Français. Oui, ça c'est une option, oui, réellement. Mais moi j'aimerais bien qu'on fasse mon vrai sujet, c'est qu'on fasse une pause
de façon globale avec l'écologie punitive. Je pense qu'on en a suffisamment fait. La France, c'est 0,9% des émissions de CO2, dont la moitié proviennent des importations. Donc, on est déjà des bons élèves grâce au nucléaire. Donc, foutons un peu la paix aux gens. Et que l'État donne un coup de main, c'est une chose, mais il faut peut-être arrêter aussi de sursolliciter le contribuable. L'État est déjà suffisamment endetté. À mon avis, il y a d'autres priorité que de mettre en place des aides qui vont coûter, je vous dis, une blinde aux contribuables. Après, pour nuancer un petit peu, les 0,9% d'émissions de la France par rapport aux autres pays du monde, c'est aussi parce que beaucoup de nos produits sont produits en Chine, on les importe et sont pas, enfin, la production de certains produits qu'on consomme en France ne sont pas comptabilisés dans nos propres émissions, alors que c'est des choses qu'on consomme en France. Sans oublier que quand même, si on réfléchissait d'une logique d'empreinte au niveau de l'empreinte, si toute la population mondiale vivait comme la France vit, ça serait pas supportable non plus sur le long terme. Faut aussi. Bah, oui, enfin, ça n'empêche que, enfin, d'une certaine manière, si jamais on avait la possibilité, en effet, de moins importer et de plus produire chez nous, en effet, ça rééquilibrerait les seuils. Mais je vous rappelle quand même qu'avec notamment le parc nucléaire français, on est déjà des bons élèves. Déjà, voilà, qu'on mette l'accent sur l'Allemagne plutôt que sur la France, hein, si vous voulez. Hein. Et alors, Avec du coup, leur charbon. Là, je vais un peu continuer sur les propositions que vous aviez fait dans votre PPL. Vous proposiez de réduire la congestion du trafic et de la fluidification de la circulation. Oui. Notamment, vous citiez une étude donc de l'Observatoire francien de la qualité de l'air qui montre que 41% de la pollution en particules fines en Ile-de-France sont liées non pas à la combustion, mais à l'usure des pneus de route. Et du coup, dans ce cas, je voulais vous demander, est-ce que vous allez dans le sens de la mairie de Paris, par exemple, vis-à-vis du périphérique, ou est-ce que vous trouvez que ça va complètement à contresens, justement? Ah bah les politiques de harcèlement des automobilistes. D'ailleurs, je pense que les automobilistes pourraient porter plainte pour harcèlement moral. Je plaisante, mais à moitié. Euh, non, justement, elle fait justement tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Anne Hidalgo, que ce soit la réduction de la vitesse sur le périph, déjà ça a aucun impact, voire ça a un impact négatif sur la création justement de bouchons. Mais bon, c'est fait exprès, hein, parce qu'elle, elle veut justement purement et simplement, supprimer les voitures. Et sa politique d'aménagement urbain dans Paris, c'est des travaux tout le temps, des réductions de voies, et donc du coup beaucoup moins d'espace pour la mobilité autoroutière. Et donc elle crée mécaniquement des bouchons et donc de la pollution, si vous voulez. Et donc, quand je vous parle de fluidifier le trafic routier, c'est précisément faire exactement l'inverse que ce que Anne Hidalgo fait, sachant que c'est pas la peine de créer des voies pour les vélos, des voies qui sont maintenant plus grandes que les voies pour les voitures. Je rappelle quand même que ça se passait très bien à l'époque où les vélos roulaient sur la même chaussée que les voitures, ça se passait très très bien. Hein. Il y a quand même une question de la dangerosité pour les cyclistes qui s'est quand même assez réduite avec les pistes cyclables, notamment dans les communes où justement on a les pylônes en béton dans certaines communes, on va dire entre la chaussée et la voie cyclable qui quand même protègent les cyclistes. Ouais, alors c'est une vraie question parce que c'est des dangers qui peuvent se reporter, mais en effet, je suis en train justement de piloter une petite étude là-dessus parce que je suis président du groupe d'études sur la sécurité routière. Si vous voulez, vous avez de plus en plus dans les villes notamment, vous avez de plus en plus de panneaux de signalisation au sol, etc. Et donc, si vous voulez, plus vous avez de signalisation, plus vous avez une surstimulation visuelle du conducteur qui peut être aussi dangereuse. J'ajoute que la mortalité des cyclistes s'est aggravée. Alors peut-être parce qu'il y a aussi une augmentation de la pratique, mais je suis pas sûr qu'il y ait que ça. Parce que je vais vous donner un exemple, les pistes cyclables, qui sont d'ailleurs souvent, je pense à Lyon par exemple, très souvent sur les trottoirs, avec une espèce, je sais pas si vous voyez le séparateur blanc entre la piste cyclable et la voie piétonne. Et ben, d'ailleurs, vous avez de plus en plus d'accidents. C'est d'ailleurs, pour avoir vécu à Perpignan, une mairie de RN, c'est d'ailleurs le cas. Les pistes cyclables sont sur les trottoirs pour le coup. Pour y avoir vécu. Oui. Après, c'est pas une mairie RN depuis, je sais pas si c'est la mairie RN qui a fait ça. Après, non, mais c'est là pour le coup, j'ai pas de dogme en la matière. Si vous voulez, j'essaye de réfléchir. D'ailleurs, avec vous, si ça vous intéresse, de réfléchir, parce que je vous dis, ces voies piétonnes à côté des voies cyclistes, vous avez des accidents avec des enfants.
parce que les enfants, ils zigzaguent, hein, ils s'en foutent du séparateur de voies. Donc vous avez plein d'accidents supplémentaires. Et vous avez une surstimulation visuelle de l'automobiliste et des bouchons. Donc moi, si vous voulez, j'ai rien contre les voies cyclables, hein, bien au contraire. Mais parfois, ça peut être dangereux, notamment avec les angles morts. Donc c'est une réflexion. Mais par contre, pour répondre à votre première question, je considère qu'Anne Hidalgo, elle fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour améliorer la qualité de l'air. D'accord. Et d'ailleurs, là, j'ai vu qu'à Montpellier, il y avait une manifestation le 6 avril par le maire de Saint-Brest, Laurent Javoul, notamment par rapport à la mise en place de la ZFE de Montpellier. Est-ce que vous comptez y être? J'y serai, oui. Donc vous serez à celle-là et pas à celle de Paris ce dimanche. Alors, je regrette énormément. Je souhaitais vraiment être présent pour soutenir Marine Le Pen. Mais après réflexion, je pense que je suis plus utile à mener ce combat à Montpellier, bien que c'est un vrai regret parce que j'aurais bien aimé ce moment on va dire, de solidarité avec tous mes collègues et tous mes amis. Mais je pense que je serais plus utile à Montpellier. D'accord. Si ça vous convient, là on arrive sur la dernière partie de l'interview, vu qu'on a globalement traité le sujet des ZFE, de votre amendement, de la PPL et des propositions. J'espère que ça vous a intéressé et que ça intéressera les gens. Ça réagit beaucoup dans le chat en tout cas. Est-ce que du coup on va faire la transition par rapport à la manifestation notamment là qu'on évoquait. Certains appellent ça, ils font des comparaisons avec d'ailleurs la manifestation de Jean-Marie Le Pen en 98 qui avait été rendue inéligible suite à des faits d'agression sur une autre candidate socialiste. Certains font la comparaison là-dessus en disant que bon, ce n'est pas la première fois que le RN appelle à manifester dans le cadre d'inéligibilité. Je rappelle que c'est avec exécution provisoire et qu'il y a toujours présomption d'innocence parce que c'est un jugement en première instance. Est-ce que vous trouvez pas que faire ce genre de manifestation, ça appelle à faire pression sur un jugement qui va encore être rendu justement avec un appel en 2026? Ça fait pas pression sur la magistrature qui doit faire un appel. Mais attendez, si les magistrats sont en sucre, qu'ils nous le disent. Hein, si une manifestation est susceptible de leur faire pression, c'est qu'il manque un tout petit peu de tempérament. Voilà. Déjà, je rappelle que manifester dans ce pays est un droit, est un droit important, un droit fondamental. Donc ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Deuxièmement, il s'agit d'une manifestation de soutien et de solidarité à Marine Le Pen. Et trois, en effet, il s'agit de défendre l'idée que cette condamnation, elle est injuste. Et on arrête j'aimerais bien que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. On ne critique pas en tant que telle une décision de justice. Elle est contestée en justice parce qu'en fait, il n'y a pas de décision de justice définitive. Marine Le Pen a fait appel. Elle est à nouveau présumée innocente. Et si jamais on n'a pas le droit de critiquer une décision de justice, faut supprimer les voies des délais de recours. Hein. On supprime l'appel, on supprime la cassation. Donc il faut arrêter. On a le droit de contester cette décision que nous trouvons particulièrement injuste. J'ajoute que l'exécution provisoire contrevient au droit de faire appel, si vous voulez, puisque l'exécution provisoire, c'est application immédiate de la peine d'inéligibilité sans voies et délais de recours. À propos de cette exécution provisoire, ce qui est en partie défendu, c'est le fait que, bon, je rappelle la position du Rassemblement national qui est la vôtre, donc c'est que pour vous niez, ça serait un désaccord administratif, et donc vous vous positionnez comme vous considérez comme innocent dans ce cadre parce que ça serait un simple désaccord administratif. Ça, c'est votre point de vue à vous. J'ai perdu le fil de ma question. Super. Après, moi, je suis pas parti au procès, mais... Oui, bien sûr. Mais vous êtes d'ailleurs même pas cité dans le procès. Ça vous concerne pas, vu que ça remonte à des faits antérieurs à votre entrée au Rassemblement national, par ailleurs. Exactement. J'essaie de refaire le fil de ma question, excusez-moi. Je vous en prie. Donc je disais, oui, je parlais de la manifestation. Oui, est-ce que vous craignez pas d'ailleurs qu'il y ait des risques de troubles à l'ordre public, dans le sens où il va potentiellement y avoir
deux manifestations qui vont rentrer enfin, qui vont potentiellement se croiser. Je sais pas comment ça va s'organiser parce qu'on a appris qu'il y avait l'organisation de manifestations contre celle-ci d'ailleurs, une Oui, bah ça. contre-manifestation qui est organisée par la gauche et une autre d'ailleurs par Renaissance. Je sais pas si c'est une seule ou même manifestation ou c'est ces deux autres contre-manifestations. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de trouble à l'ordre public? Bah, s'il y a un trouble à l'ordre public, il sera évidemment pas de notre fait. Et puis, parce que si vous voulez, on a l'habitude avec l'extrême gauche, notamment les manifestations d'extrême gauche, d'un certain nombre de débordements et de violences. Sauf que ce n'est pas notre cas. Si vous voulez, nous, nos manifestations se passent toujours très bien. D'ailleurs, nous, on n'a pas une culture de la manifestation permanente, contrairement à la gauche. Donc, laissez-nous un peu le terrain, enfin, qu'ils nous laissent un peu le terrain aussi. Encore une fois, manifester est un droit dans ce pays. Nous allons faire en sorte, évidemment, que ce soit bien encadré, mais c'est aussi aux forces de l'ordre, au préfet de police de Paris, au ministre de l'Intérieur, de faire en sorte que le calme soit conservé. D'accord. C'est le rôle de l'État de faire en sorte qu'une manifestation qui est un droit se passe bien et sans trouble à l'ordre public. Voilà. Alors j'ai retrouvé ma question précédente, ça m'est revenu. Du coup, je disais oui, voilà, par rapport à la position du Rassemblement national qui niait les faits et parlait de désaccords administratifs. Une des choses qui a justifié selon la magistrature donc l'exécution provisoire, c'est le fait que justement durant tout le procès, il y a eu une forme de niage en bloc. Des accusations et d'ailleurs c'est d'ailleurs ce qui a expliqué que c'est ce qui justifie une exécution provisoire et potentiellement un risque de que ça se reproduise, que durant tous les faits reprochés sont complètement niés. Est-ce que c'est pas il n'y a pas eu une mauvaise stratégie de la part du Rassemblement Mais national et alors, mais ça, sur cela? joker sur cette question-là parce que je n'ai pas fait partie de l'équipe de la défense. Mais par contre, sérieusement, dans quel pays, dans une décision de justice, on critique la stratégie de défense d'une partie au procès? Un tribunal, il juge en droit, il juge pas la stratégie de défense, si vous voulez. Et comment dire, le procès d'intention, si j'ose dire, qui est fait qu'il y aurait risque de récidive juste parce que le Rassemblement national s'est défendu. Donc en fait, c'est parce qu'on s'est défendu qu'il y a l'exécution provisoire. Mais c'est lunaire, si vous voulez. Euh, quoi qu'on pense de la stratégie, moi je trouve ça légitime que Marine Le Pen se défende et ni en bloc que les faits qui lui sont reprochés soient condamnables judiciairement, si vous voulez. Elle a le droit de considérer, et évidemment je suis d'accord avec elle, que l'assistant parlementaire local est un assistant parlementaire qui n'est pas juste un technicien d'un eurodéputé, mais qui est un collaborateur politique. Et un eurodéputé, il fait de la politique. Donc, c'est en ce sens que la stratégie de défense a été faite et du coup conduite. Et moi, je partage évidemment cette analyse, si vous voulez. Mais si se défendre fait présumer par un juge qu'il y aura réitération des faits, bah, c'est un scandale. Et je pense qu'il aurait été quand même raisonnable de retenir la circonstance finalement la plus atténuante possible, c'est l'absence totale d'enrichissement personnel. D'enrichissement personnel, oui, mais je rappelle que le jugement fait part, le jugement en première instance fait part du coup d'un enrichissement non pas personnel, on va dire qui a permis un train de vie au travers du parti politique. C'est une des choses qui est mise en avant par le jugement d'ailleurs, qui explique que du fait de salaires qui ont pu être alloués et autres, ça a permis un train de vie relativement supérieur peut-être à ce qu'il aurait pu être si c'est le parti qui avait dû payer ses propres collaborateurs. À ce sujet-là, voilà, je rappelle juste cette notion qui est dans le Non, document. mais Hein. que ce soit dans le jugement, c'est un fait. Puis après, je vous dis, on a le droit d'avoir l'analyse qu'on veut de ce jugement, hein, on est en démocratie. Voilà. Et du coup, là, une question qui est posée dans le chat. Vu l'incertitude de la candidature de Madame Le Pen, pourquoi ne pas lancer directement Jordan Bardella à la présidentielle afin d'éviter de s'essouffler pendant 1 an sur un combat judiciaire incertain? Parce que du coup, je rappelle que ce qui a été évoqué par la Cour d'appel, c'est que le jugement devrait pouvoir avoir lieu en été prochain, été 2026. Du coup, pourquoi potentiellement s'essouffler pendant 1 an et ne pas préparer le candidat Bardella à une présidentielle? Je pense que si vous voulez, le plan est déjà prêt, si vous voulez, dans l'absolu. Je pense que s'il était nécessaire
que Jordan Bardella soit candidat à l'élection présidentielle en lieu et place de Marine Le Pen, on est déjà prêt. On est déjà prêt. Que ça intervienne en 2026 ou en 2025, je vois pas, ça pose pas de difficulté. Je vous rappelle que Jordan Bardella a fait une campagne européenne qui a duré 6 ou 7 mois et il a été très largement en tête. Donc, si vous voulez, on va dire été 2026, ça nous laissera tout de même le temps de s'organiser. Mais la question est pertinente et s'entend. Après, je ne présume pas de ce qui va se passer dans la tête de mes deux patrons, si vous voulez, d'ici à cette date. Mais si vous voulez, déjà, il n'est pas temps d'annoncer des choses comme ça parce que disons que on va dire, c'est une victoire que nous n'avons pas envie de donner à ces juges de première instance parce que quelque part, remplacer Jordan Bardella Marine Le Pen par Jordan Bardella tout de suite, ce serait presque reconnaître notre défaite, ce que nous refusons. Et alors, d'ailleurs, par rapport au fait de potentiellement reconnaître la défaite, comme vous dites, on a vu que Marine Le Pen envisageait de faire recours auprès de la CEDH. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de double jeu, enfin de double langage, alors que Marine Le Pen encore récemment critiquait la CEDH du fait qu'elle n'avait aucune légitimité, aucun mandat, et que c'est une institution supranationale qui donc ne devrait pas avoir de primauté sur tout ce qui est décidé d'un point de vue national. Alors, faut rappeler que la CEDH en tant que telle rend des décisions de justice, mais qui ne sont pas des décisions finalement qui suspendent ou qui annulent un jugement national. Ce ne sont des jugements qui ne font que condamner un pays pour des jugements supposés contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La CEDH, en effet, rend un nombre de fois incalculable des décisions qui m'apparaissent en effet idéologiques, notamment sur les questions d'immigration. Mais si vous voulez, Marine Le Pen n'a pas dans son programme de quitter la CEDH. Donc, il est légitime qu'elle utilise toutes les voies de recours qui soient possibles. Et c'est pas parce qu'on critique la CEDH qu'on n'a pas le droit de l'appeler à se prononcer. Si elle est là, c'est qu'il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Oui. Et pour finir peut-être sur quelques autres petites thématiques qui concernent votre travail à l'Assemblée nationale, si vous avez encore un tout petit peu de temps peut-être. J'ai 5-10 minutes, ouais, pas de problème. D'accord. Alors, récemment, en texte à l'Assemblée nationale, donc le 1er avril, il y a eu la proposition de loi pour l'inscription du consentement dans la définition du viol. Pourquoi vous-même et votre groupe, le Rassemblement national, mais aussi l'UDR et, je rappelle, 9 députés PS, pourquoi vous avez fait le choix de voter contre l'inscription du consentement dans la définition du viol? Non mais, en fait, si vous voulez, je connais pas le texte par cœur, mais ce que je sais, c'est qu'il risque d'y avoir une dérive, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas se dire qu'il faut signer un contrat avant d'avoir une relation avec quelqu'un et signer un contrat à la fin, je sais pas. Enfin, si vous voulez, ça me paraît être une inversion grave de la charge de la preuve et quelque part quelque chose de dangereux. Voilà, de dangereux parce que justement, avec ce risque, la présomption d'innocence mécaniquement tombe. C'est toujours à la victime d'être ou au parquet d'avoir le devoir de démontrer l'absence de consentement, pas l'inverse. D'accord. Et d'ailleurs, je rappelle une proposition de loi toujours, c'est un peu sur la même thématique, de Sarah Legrain, députée LFI, qui souhaite mettre fin à la notion de devoir conjugal dans la loi parce qu'il y a des jurisprudences sur le sujet. Est-ce que sur une thématique comme celle-ci, donc le devoir conjugal, c'est davantage du symbolique, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous comprenez qu'il puisse y avoir une utilité à voter un texte comme celui-là? Je peux tout comprendre. Disons que, si Madame Legrain a que ça à faire, tant mieux, grand bien lui fasse. Devoir conjugal, c'est très symbolique. Si vous voulez, aujourd'hui, les gens peuvent se séparer, s'en aller. C'est quelque chose de divorcer. Ça a été vidé de sa substance. Bon, si vous voulez, on peut faire ça. Moi, je trouve qu'on a autre chose à faire, quoi. D'accord. Et alors, désolé, je balaye un peu votre question, mais oui, je vois ça. Mais c'est pas parce que je trouve pas votre question
intéressante parce que moi aussi, enfin, ça m'amuse, si vous voulez, de voir que vous avez un député, que les députés de la France insoumise agitent des joujoux comme ça. Euh, donc voilà. Alors, Non, mais on y passe. hier, hier ou avant-hier, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale par rapport aux médecins, notamment les jeunes médecins par rapport à leur à où ils devront aller à l'issue de leurs études ou dans le cadre de leurs études. Est-ce que vous pouvez expliquer la position de votre groupe sur le sujet qui a été donc en opposition malgré que le texte ait été adopté grâce aux voix de la gauche notamment? En fait, ça fait plusieurs fois qu'on a des textes qui créent des contraintes d'installation des médecins. Et on a toujours été favorable à la liberté d'installation des médecins et d'ailleurs de toutes les professions libérales de façon générale. Donc on est favorable, si vous voulez, à ce que la lutte contre les déserts médicaux soit menée de façon résolue. Je vous renvoie au programme santé de Marine Le Pen, on peut en discuter. Mais nous sommes opposés, si vous voulez, à contraindre la liberté d'installation des médecins. D'accord. Donc vous êtes pour leur permettre de s'installer où qu'ils souhaitent, Exactement. même si par exemple il y en a plus aucun qui souhaite aller se positionner dans des espaces de la diagonale du vide. Comment on fait pour ces habitants qui se retrouvent à terme sans par exemple mais en fait, moyen d'aller si accoucher à plus de vous- 45 minutes ou non mais vous avez raison. Déjà le problème c'est que il faut qu'on arrive à supprimer définitivement le numerus clausus. Voilà. En fait, si vous voulez, l'approche libérale, elle est quand même bonne de façon globale. C'est-à-dire, plus vous allez avoir de médecins, parce que si vous supprimez le numerus clausus, là, il y a eu un décloisonnement, si vous voulez, mais comme les études de médecine sont très longues, on va attendre encore quelques années pour voir les effets positifs de ces diverses mesures. Mais si vous voulez, à ce moment-là, quand vous aurez plus de médecins, si les médecins sont trop nombreux à s'installer au même endroit, eh ben, ils vont devenir smicards. Hein. Donc, ils auront à ce moment-là, et ça, ce sera l'effet bénéfique de la liberté, c'est qu'ils choisiront d'eux-mêmes d'aller s'installer dans les déserts médicaux où ils trouveront la clientèle qu'ils n'ont pas trouvée dans les zones où il y a une plus forte concentration. C'est nous la position qu'on défend. Je vous renvoie au travail de mon excellent collègue Christophe Benz, qui est le spécialiste de ces sujets-là au sein de notre groupe. Mais l'incitation, on a toujours été pour une approche incitative plutôt que coercitive. Et voilà. Et alors, je reviens sur le sujet d'avant parce que ça fait énormément réagir par rapport à comment, voilà, par rapport à la question de à la PPL de Madame Le Grain. Et beaucoup de monde est assez, relativement choqué de vos propos pour certains, qui expliquent que c'est quand même grave de considérer comme joujou une loi visant à protéger les victimes de VSS. Qu'est-ce que vous avez à répondre Ah non, sur le sujet? attendez, non, qu'on soit bien clair. Si j'ai pas été clair, je m'en excuse. Quand je parlais de joujou, c'était pour parler de la position de Madame Legrain sur la suppression de la notion de devoir conjugal. Je vous inquiétez pas, je ne rigole pas avec des sujets qui sont graves comme évidemment la protection des victimes. Je voudrais qu'on soit bien clair là-dessus. Je trouvais ça, disons, un peu ridicule de faire des propositions de loi symboliques qui n'ont aucune portée réelle, parce que si vous voulez supprimer le devoir conjugal, aujourd'hui, les femmes, les hommes sont libres de se marier, de divorcer, de se séparer. Donc, il n'y a pas de difficulté avec ça. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je parlais de joujou, c'est-à-dire faire quelque chose qui me paraît pas utile, même si je comprends l'intention. Voilà. Et du coup, une question qui découle de ça, quelles sont les propositions du Rassemblement national dans le cadre des VSS? Pour la lutte contre les VSS, quelles sont les grandes propositions que vous auriez les à grandes mettre en avant? propositions, pareil, là pour le coup, je vous renvoie au travail d'Emmanuel Taché de la pagerie. Il faut évidemment, le but étant de favoriser la possibilité pour les femmes de porter plainte. J'ai beaucoup de conversations avec les gendarmes sur ce sujet-là dans ma circonscription. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les violences sexuelles et pour les violences notamment intrafamiliales. Il n'y a pas que les violences sexuelles sur les entre adultes, mais aussi des violences sexuelles sur les mineurs. Et donc, il faut justement favoriser
et inciter plus simplement au dépôt de plainte. Il faut que, pareil, d'un point de vue pénal, que les peines soient prononcées de façon plus dure, et par exemple que les mesures, je donne l'exemple des mesures d'éloignement. Comme en Espagne, peut-être Comment suivre Est-ce qu'il n'y a Oui, pas une mais possibilité c'est de suivre surtout. le modèle espagnol, qui est très Non mais performant sur le sujet? eh ben pourquoi pas, mais en fait, si vous voulez, les mesures d'éloignement, ça existe déjà. Mais si vous voulez, elles sont très rarement suivies des faits. J'ai plusieurs exemples dans ma circo, des gens que je connais qui ont eu ce type de problème, et le monsieur condamné pour violence se balade à côté du domicile de chez madame alors qu'il a rien à y faire. Voilà. Donc il faut renforcer les contrôles en la matière. Voilà. D'accord. Peut-être plus d'hébergement d'urgence. Qu'est-ce que... Oui, je vous dis, je suis pas un spécialiste Oui, du sujet, non pas que ça ne m'intéresse pas, si vous voulez, mais oui, oui, les mesures de l'hébergement. Vous savez, on peut pas être spécialiste de tout, hein. bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est parce que là, Euh, du coup, je rebondissais sur le reste, donc voilà. Et alors, bon, dernière petite question, un peu provoque peut-être. Hier, on avait le président de l'AMF, David Lisnard, qui était sur Sud Radio, qui disait que le RN était socialiste d'un point de vue économique. Est-ce que vous êtes socialiste, monsieur Meurin? je ne suis pas du tout socialiste, mais alors pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que en réalité, il n'y a pas plus socialiste et socialisant que le bloc central, le macronisme. En fait, il n'y a pas plus communiste que d'inventer une technostructure normative, pardon. Il n'y a pas plus communiste que les mesures d'écologie punitive. Et nous, on s'oppose à ça, on n'est pas du tout socialiste. Alors, Monsieur Lisnard, pour lequel j'ai beaucoup de respect, hein, alors il fait ça, il fait un petit peu, je pense qu'il fait ça un peu sur le ton de la provocation également. Mais il utilise un peu toujours les mêmes exemples, le SMIC, la retraite. Bon, la ficelle est grosse. Il joue sa carte ultra libérale, si vous voulez. Mais je rappelle quand même que quand les Républicains, l'UMP, le RPR étaient au pouvoir, on a eu un renforcement de toutes ces règles normatives qui relèvent pour moi du socialisme. Donc j'ai presque envie de lui renvoyer, la politesse. Voilà. D'accord, donc vous retournez l'argument du socialisme Voilà. à sa famille politique. D'accord. D'accord. Eh ben, monsieur Meurin, je vous remercie, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à développer, je pense qu'on a Non, fait le mais tour. écoutez, ça va bien. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, bah, écoutez, bonne journée. Merci également